vulnérable. Elle va sur ta holding, elle bloque tout et elle bloque tout ton patrimoine. Merci monsieur, vous avez travaillé 25-30 ans, c'est gentil, bonne journée, on récupère tout, on vend tout, au revoir. Tu peux pas jouer avec ton patrimoine alors que tu as passé 20 ans de ta vie à le construire. Il y a très peu de startups. Là, on regardez les comptes de Doctolib. Plein de gens, c'est la startup du siècle, d'accord. Ça n'a jamais été rentable. T'as des gens qui disent j'ai ma startup ou j'investis dans une startup. C'est un peu comme dans le film La Vérité si je mens. Mais ça va, y a aucun problème, je leur ai dit que j'avais la start-up. Ça veut rien dire, j'ai ma startup. Ça déconne, il sort d'où lui? J'ai vu trop de gens qui disent des bêtises. Que ça soit sur les holdings, sur les startups, en vrai, sur les réseaux, aujourd'hui, t'as 99% de bêtises. Et justement, ces gens-là, c'est des créateurs de contenu. T'as très peu de personnes qui ont un track record, qui ont fait du bénéfice avec leur boîte, etc., qui ont une vraie expertise. Ils vendent pas aussi bien des formations qu'une personne qui sait créer du contenu, qui sait donner envie aux gens. Si je peux te faire gagner 20 ans, si je peux te faire gagner de l'argent. Et puis toi, t'aurais aimé à certaines périodes avoir ce partage-là. J'ai appris en faisant des erreurs, en me faisant arnaquer par des avocats, des comptables, tout le monde avec des montages bidons. T'as des grosses firmes françaises, tu fais un montage très complexe, ils l'envoient à Bercy le lendemain. Faut le savoir. Ah ouais. Et bien sûr, et des gros noms. Pourquoi il est autant difficile de lever des fonds dans la restauration? Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. De retour avec une masterclass, une master value, vous appelez ça comme vous voulez, de Hakim. Nous avons tourné à Marrakech et cette vidéo est en deux parties. La prochaine partie est encore plus intéressante que la première viendra juste après. D'autres vidéos qu'on a tournées à Marrakech arrivent par la suite. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Veuillez nous excuser pour les quelques problèmes de son et d'image sur la vidéo. Il y a eu quelques problèmes techniques qui sont apparus, mais obligé de sortir cette vidéo tellement qu'il y a de l'info qui vous aidera certainement. Bon visionnage à vous. Hakim, comment tu vas aujourd'hui? Un plaisir de te retrouver dans cette chaleur marocaine. Ouais. 46 degrés aujourd'hui à Marrakech. C'est énorme. Je crois qu'on s'est trompé sur toute la ligne, on aurait dû investir en Irlande. Il fait trop chaud là. Ouais, c'est clair. Comment tu vas? Écoute, ça fait 3 soirs que je dors 3 heures par nuit. J'étais au Luxembourg, je suis allé vite fait à Cannes, là-bas j'étais à Paris, je suis retourné au Luxembourg et je suis arrivé hier soir tard à Marrakech. Ouais. Juste pour 2 jours. Juste pour 2 jours pour te voir. Je suis rentré dans le mindset marocain direct. Hier soir, je prends la voiture. Pourquoi on loue toujours les voitures en réserve ici? C'est incroyable. Et pourquoi? Je sais pas. C'est le mindset marocain. C'est le mindset marocain. Je dis au loueur, je dis mais là j'ai de quoi aller juste, t'as de quoi aller juste à la station la plus proche. Ouais, c'est ça. Ils me disent tu t'en vends pas, mais on a le service dépannage. C'est 200 dirhams, il vient de chercher. Mais par contre, Sixt, si tu livres chez Sixt, ouais, il y a le plein. Il y a le plein. Ouais. Mentalité européenne par contre. Donc après, comme il te la passe en réserve, toi aussi tu lui rends en réserve. Exactement. Donc quand tu mets de l'essence, tu mets que par billet de 50 dirhams. C'est ça. Parce que t'as l'impression de te faire douiller. C'est vrai. Hein. Moi justement, j'ai rendu une voiture il y a 2 ans à la moitié du plein. Je cherche une solution. Mais Est-ce que je la siphonne? Il y a qu'au Maghreb où c'est comme ça. Dans tous les pays du monde, ils te louent une voiture avec le plein. Ah, carrément. Là, ils abîment les injecteurs, ils abîment tout. Mais c'est la mentalité. C'est là que tu vois direct la mentalité du pays. Ouais. C'est différent. Mais quand même, on est bien à Marrakech. Même si là, la période n'est pas propice. Ouais, Marrakech, j'aime pas l'été, clairement. Le reste de l'année, de octobre jusqu'à juin, c'est l'idéal. Ouais. Mais l'été, c'est dur. C'est dur l'été. Tous les Marocains aussi qui vivent à Marrakech partent en vacances l'été. Ils restent pas là. L'été. Ils partent dans le nord. Rien ne remplace le sud de l'Europe. Cannes. Ouais, Cannes, Saint-Tropez, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, partout. Hein. Tous les entrepreneurs du web, ils sont tous à Cannes aujourd'hui. Bon, l'avantage des vacances en France, déjà, quand tu bosses pendant tes vacances, Internet, t'appelles avec tes numéros français. Enfin, il y a quand même des avantages. Des fois, quand t'es loin, c'est un peu plus complexe. Et Cannes, ça reste... Ouais, alors, suis le rythme de vie des Saoudiens. Ils vont où l'été? À Cannes. L'hiver, ils vont à Courchevel. L'été, ils vont à Cannes. Ils vont beaucoup plus en Côte d'Azur qu'à Marbella. La Côte d'Azur, c'est la Côte d'Azur. Hein. On peut dire ce qu'on veut. Donc Cannes, Saint-Tropez. Cannes, moi, je préfère Cannes à Saint-Tropez. Mais, parce j'aime bien. Mougins, après, t'as un peu plus loin Saint-Rémy de Provence, les Alpilles, le Luberon, c'est bien aussi. C'est dans une petite maison avec piscine, t'as pas la mer, mais c'est sympa entre amis ou en famille. Tu veux faire des économies? Oui, j'en suis certaine. Alors surtout, tu restes avec moi, tu bouges pas, je t'explique. J'ai une application, elle te permet de... Bon, en tout cas, aujourd'hui, on se retrouve, on parlait de pas mal de sujets, et en l'occurrence, un sujet là qui m'intéressait, où tu as ton expertise complète dessus, c'est vraiment, on va rentrer dans le business pur. Je pense qu'on a beaucoup de commentaires et des personnes qui nous suivent et qui demandent Hakim rentre dans le vif du sujet et donne-nous plus de techniques.
Donc, voilà, on va parler de plein. J'ai noté pas mal de choses. On va parler de holding, de levée de fonds, les croissances d'entreprise, la richesse aussi. On va poser des petites questions par rapport aux richesses des entrepreneurs en France et à l'étranger aussi. La vente d'entreprise et pas mal de choses. Les reprises d'une entreprise en liquidation. On a l'expérience aussi. De toute façon, je vais essayer de parler pour les deux publics. C'est ça. Ouais. Les entrepreneurs avertis qui connaissent et qui ont déjà un pied dans le business et ceux qui veulent démarrer un peu plus jeunes et qui sont pas... Parce que des fois, j'ai des termes assez techniques, peut-être que ces gens-là ne comprennent pas. Donc, l'idée, c'est d'apporter un terme simpliste. J'essaye d'être le plus simple possible, mais on va parler aux deux types de personnes qui nous écoutent. De toute façon, sur le montage, on mettra des fact-checking. Donc, s'il y a des mots qui sont utilisés, on n'hésitera pas à y mettre des définitions. Donc, mettez pause et regardez la définition du mot. Voilà. Et vous en apprendrez plus aussi sur les termes techniques, je pense. C'est important aussi. Les termes techniques. Et on est là. Alors, j'ai vu des commentaires, tu sais, qu'on a parlé de l'immobilier à Marrakech par rapport à l'Algérie, Tunisie. Moi, je suis pas là dans un combat entre les populations. Moi, je parle que business et rendement. Et j'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Je parle rendement. Pourquoi on investit là et pourquoi pas là. Tout simplement, mais je rentrerai dans les détails après. Ok, super. Donc aujourd'hui, on est dans un studio. On a été invité par We Content à Marrakech. Parfait. Tu trouves comment le studio? Très bien. Rien à envier à ce qu'on a à Dubaï? Non, très bien. L'authenticité marocaine est là, c'est bien. Donc merci à vous pour l'invitation. Et on commence. Allez, go. Bon, c'est parti. D'ailleurs, je voulais te montrer une vidéo. Parce que là, on va parler sur le terme de la holding. Tu sais que c'est un peu tendance. On voit plein de vidéos qui parlent de la holding, comme quoi c'est avantageux, c'est ce qu'il faut faire, etc. Donc, je vais te montrer une vidéo. J'aimerais ta réaction dessus. La holding est le pire ennemi des impôts. Et oui, une société holding, c'est une société qui détient une ou plusieurs autres sociétés. Comment est-ce que ça se passe? On a par exemple une SAS, une SARL en bas. C'est la société commerciale et elle va être détenue par une holding qui elle-même pourra réinvestir une partie des bénéfices dans une SI. Ça, c'est le schéma qui permet de profiter du régime mère-fille avec une exonération de 95% de la remontée des bénéfices. Prenons un exemple pour bien comprendre. On a Charles qui est chef d'entreprise. Il a une SAS avec un résultat après impôt sur les sociétés de 150 000 €. Sans holding, voici sa situation. Il verse des dividendes, 150 000 €. Il paye 30% de PFU, c'est 45 000 €. Il a donc un résultat net dans sa poche de 105 000 €. Derrière, il va pouvoir utiliser la holding. Et avec ce schéma, il va cette fois-ci faire une remontée de dividendes de 150 000 €. Avec une exonération sur 142 500 €, 95% on le rappelle. Il a donc un IS au niveau de la holding de 1125 € et un résultat net dans la holding qu'il pourra utiliser de 148 875 €. Ça fait donc un gain grâce à la holding de 43 875 € entre les deux situations. Il faudra bien sûr ensuite réinvestir en utilisant la holding pour que ça soit réellement intéressant. Qu'est-ce que tu penses du coup de ce genre de vidéo? Très dangereux. Ouais. Très dangereux. Il y a des avocats aussi qui peuvent te conseiller ça et des comptables. Mais tu sais, souvent je dis, personne ne connaît la maladie à part le malade. Tu vois ce que je veux dire? Un médecin, il ne sait pas ce que tu as à part toi. Il faut demander au malade. Les comptables ou les avocats, ils connaissent à peu près les lois au niveau fiscalité, etc. Mais ils vont te conseiller. Mais les lois, déjà, évoluent très vite. Et crois-moi, même les gros cabinets qui en France, là, on parle du marché français, on connaît par cœur, ils ont souvent tort. Ils vont te mettre dans des schémas où ils ont souvent tort. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais te faire un petit dessin, un petit croquis. Ouais. La réalité de la holding, c'est quoi? Le schéma de ce monsieur. Ok. Ici, tu as une holding. Ok. Dans les grandes lignes, il a raison. Tu as la holding ici. En dessous, tu as ta société d'exploitation. D'accord? Tu as ta société. Cette société, elle va faire, par exemple, 1 million de bénéfices. D'accord? On arrondit, tu as 1 million de bénéfices. Elle paye son IS. Elle paye son IS, donc 250 000 €. Il reste 750 000. Les 750 000 peuvent remonter ici. C'est ce qu'on appelle le régime mère-fille. Yes. D'accord? Et en effet, cette holding, donc là après, tu as 95% d'exonération quand ça monte. Donc la holding paye l'impôt que sur 5% des 750 000. Donc elle va payer 30 000 €. Ensuite, tu as ton argent ici dans la holding. L'argent, il n'est toujours pas dans ta poche, c'est dans la holding. Pourquoi ils font ce montage-là? Parce que si tu veux acheter ici un bien sous SCI, ce montage-là, il te permet, allez, on va dire que tu vas payer 5%, 40 000, il te permet d'avoir 710 000.
C'est une réalité. Que tu vas pouvoir descendre, en effet, à ta SCI. OK ? Alors que si tu n'avais pas de holding, les 750, tu es obligé de les prendre à titre personnel. Donc dessus, sur 750, tu vas payer 50% d'impôts. Il va te rester 370 000. Et là, à titre personnel, tu viendras créer une SCI ou à titre personnel, tu vas acheter directement ton bien. Mais tu auras perdu la moitié qui sera partie en fiscalité. C'est pour ça que la holding, c'est très bien, mais pas ce modèle-là. Ça, c'est un modèle amateur. C'est un modèle que beaucoup de comptables et d'avocats te demandent de faire. Il est très dangereux, je vais t'expliquer pourquoi. Tu as mis 710 000, tu arrives ici avec 710 000, tu achètes un bien. Ceux qui font des crédits, ils vont faire un effet de levier avec 710 000, ils iront chercher 2 millions. Ceux qui font pas de crédit, que je respecte, parce que j'en ai marre qu'on critique sur la riba, je respecte les deux et je vais vous expliquer comment on peut faire de l'argent avec et sans financement. Mais là, si tu veux, tu as acheté ton bien, on va dire, tu n'as pas fait de crédit 710 000. Tu as ta SCI. Ensuite, tu as fait ça la deuxième année, tu as une deuxième SCI. D'accord ? Ou ici, ou alors tu mets deux biens sur la même SCI. Ici, tu peux avoir encore une autre société en dessous d'exploitation. D'accord ? Une autre société. On va voir. Et tout remonte les bénéfices. Maintenant, tu sais, dans le business, on imagine toujours un scénario catastrophe. On n'imagine jamais le meilleur, toujours le pire. Une holding, en fait, c'est pas fait que pour te faire gagner de l'argent. C'est fait pour sécuriser l'administration et les banques. C'est pas fait pour t'avantager, contrairement à tout ce que les gens pensent. Moi, j'entends des potes, ouais, j'ai ma holding. Ça veut rien dire. C'est comme le mec, j'ai ma start-up. Ça veut rien dire tout ça, j'ai ma holding. Je vais t'expliquer pourquoi. Demain, tu as une entreprise ici qui est défaillante. Cette entreprise ou celle-ci, elle est défaillante. Le CEO, il marche pas. Elle est défaillante. Ça peut arriver. Oui. Ton entreprise, elle est défaillante. Elle part en liquidation. Elle est liquidée. Plein d'hommes d'affaires ont liquidé des boîtes, même à haut niveau. OK ? Elle est liquidée. Le juge, c'est à l'appréciation du juge, il peut demander l'expansion de la liquidation. L'expansion de la liquidation de la société remonte à ta holding. C'est comme un cancer métastasé. Ça remonte à ta holding. Et le juge va dire, cette société, elle a une perte, je sais pas, d'1 million. Bon, où est-ce qu'on va pouvoir aller chercher de l'argent ? Parce que ce qu'il veut, c'est recouvrir les pertes. Et maintenant, ils peuvent même aller te chercher à titre personnel. Ça peut aller très loin. SARL, ça protège de rien du tout. Holding, encore moins. Donc, il vient là, il dit, bon, la holding, elle détient quoi ? Des SCI qui ont quoi ? Des maisons ? On prend tout. Ah, c'est un danger. On te prend tout ton travail. Même joueur joue encore. J'aime beaucoup cette phrase parce que c'est la réalité. Donc là, tu as 10 entreprises en dessous qui dégagent du bénéfice qui remonte à holding. Tu as investi dans ton patrimoine immobilier. Tu as fait plein de holding. Tu as investi. Très bien. Un jour, parce qu'un jour, ton business, il fonctionne plus. Un jour, tu as un redressement fiscal et l'administration n'est pas d'accord avec toi, ils vont te redresser d'1 million. Un jour, tu as 60 ans, tu es fatigué, tu n'en peux plus de gérer ta boîte, elle est défaillante. Avant, il y a 20 ans, ils remontaient rarement à la holding, mais ils le font de plus en plus. Je vois énormément ce cas de figure. Et là, ils vont voir tout ce que tu possèdes. Et là, ils vont tout liquider. Tu as perdu toute ta vie. Voilà. Le modèle, il est comme ça en Europe. C'est très dangereux, la holding. D'accord ? Tu sécurises un peu plus quand tu as une holding, par exemple, à l'étranger. Ok. Tu vois ? Je vais t'expliquer mon modèle à moi. Moi, j'ai 2 holdings en Suisse. Une que je dis qui s'appelle HF, donc Holding ou Hakim Finance, et une HB, Hakim Holding Business. Et donc souvent, alors pour revenir ici, tu vois, souvent, les banques, tu as la holding comme ça, ils regardent les bilans. Alors quand tu travailles avec les banques, ils regardent les bilans de ta société pour, même si tu remontes moins d'argent, 100 000, pour te prêter ici, pour acheter. Yes. Ils regardent. Ils aiment bien quand tout est uni comme ça. Attention, les banques adorent ça. Mais moi, je ne dirais pas les noms, mais il y a des entrepreneurs qui avaient des grosses franchises en France, qui avaient 250 points de vente, et à côté, qui avaient 100 murs commerciaux, qui appartenaient à une centaine de SCI. Ils ont tout perdu. Le jour où les restaurants étaient défaillants, ils leur ont pris tous les murs. Ouais, ils vont tout chercher. Ils leur ont pris tous les murs. Ils sont retournés salariés. Je connais 2-3 personnes qui avaient une fortune de 100 millions, ils sont redevenus salariés. Parce qu'ils ont écouté des gros cabinets de fiscalistes, des noms à la défense, en veux-tu, en voilà, avec des grosses factures à 50 000, mais qui, à mon sens, travaillent aussi avec l'administration. Donc, ils vont te conseiller pour que tout le monde soit arrangé. Et plus je te conseille mal, plus tu reviendras me voir parce que tu seras embêté tous les 2-3 ans. Le médecin, il gagne son argent où ?
Exactement. Dans le cancer, c'est pareil. Alors, je vais t'expliquer ce qu'il faut faire. Ok. Donc là, pourquoi j'ai parlé des banques? Tu fais ça. Tu as ici ta société. OK? Yes. Ta société, elle est détenue par une holding. OK. Holding business. Elle détient ton patrimoine professionnel. Jamais ton patrimoine personnel, ton foncier. Tu as ici une autre holding. Holding foncière. Là, c'est cette holding qui en dessous détient les SCI. Tu vois, tu peux en avoir 10, 20, 100, autant que tu veux. C'est deux choix. Soit tu as une SCI qui a plusieurs biens, soit tu fais une SCI par bien. Avantage, inconvénient, une SCI par bien. Demain, tu veux céder ton bien, tu peux faire une cession de part sociale. C'est plus facile, tandis que tu n'es pas obligé de passer par un notaire. Voilà. D'accord. Tout simplement. L'avantage, il est surtout là. Et aussi, des fois, tu as des associés par SCI. D'accord ? Après, tu peux avoir une seule SCI qui a plusieurs biens, 10 immeubles, 20 immeubles, etc. Bon, la gestion est plus simple. Parce que déjà, quand tu as des SCI, quand tu en as plusieurs, tu dois embaucher des comptables. Les comptables, aujourd'hui, sont de moins en moins formés. Je le vois tous les jours. Donc, leur faire de la gestion multi-société, ça devient hyper compliqué pour eux. Donc, des fois, une société, ils envoient les factures à tous les locataires. C'est pas plus mal. Donc l'inconvénient pour ça, pour avoir une seule SCI, c'est quoi? L'inconvénient, c'est quand tu veux vendre des parts sociales d'une SCI qui détient un seul bien. C'est ça le problème. Bon, tu es obligé de passer par un notaire, alors que si tu as une SCI par bien, tu fais juste une cession de part sociale. Okay. Si tu as une SCI qui a 10 immeubles, tu veux en vendre un. Tu es obligé de passer par un notaire et de faire la vente de cet immeuble-là. D'accord. Par contre, si tu as 10 SCI, une par immeuble, tu veux céder cet immeuble, tu fais une cession de part sociale des SCI. Ok. Très bien. Voilà. Et fiscalement, il y a un peu plus d'avantages au niveau de l'impôt sur la plus-value. Tu as un peu plus d'avantages fiscaux, mais plus d'inconvénients. Tu as 10 SCI à gérer. Bon, quoique une SCI, ça gère quand même plus facilement qu'une société. OK. Donc là, tu as ce modèle. Là, tu as tes deux holdings qui n'ont aucun lien. Aucun lien. Ouais. D'accord ? Je ne veux pas de lien entre les holdings. Celle-ci, elle a plusieurs sociétés. Chaque société remonte ses dividendes à la holding et cette holding continue à investir dans des restaurants, dans des barbershops, dans ce que tu veux. C'est le professionnel. Là, c'est le patrimonial. C'est ta retraite. Ta vraie richesse, elle est là, elle n'est pas là. Ça peut couler. L'immobilier, j'ai rarement vu l'immobilier couler, sauf des grosses foncières. Il y a des baisses énormes et ils sont surendettés, etc. Chose qui arrive actuellement. Il y a plein de foncières à reprendre justement pour pas cher du tout en France en reprenant la dette. C'est un autre sujet. Et là, si tu veux, comment ça se passe ? Si tu passes par de l'emprunt, le banquier, dans les deux cas de figure, ça l'embête un peu plus, ce montage-là, mais lui, il s'en fiche. Pourquoi ? Lui, il va regarder les bilans de ta holding professionnelle. Il va dire, cette holding, elle a des bons bilans, donc je vais pouvoir prêter à la holding foncière de monsieur, parce que c'est les mêmes actionnaires, pour développer son patrimoine immobilier. Okay. Tu vois ? Ouais. Sauf que demain, il y a un problème ici. Tu as une entreprise qui est défaillante. Yes. Le juge, il peut aller t'embêter encore sur la holding professionnelle, mais il ne te touche pas le patrimoine. D'accord. Tu comprends ? Là, je comprends. Il te touche pas. Il faut vraiment diviser. Dissocier les deux. L'immobilier, c'est ta richesse. L'entreprise, tu as de la chance ou pas de la faire marcher. L'immobilier, j'ai un exemple. Moi, j'ai acheté, tu vois, une vingtaine d'appartements, Luxembourg, d'accord ? J'en ai gardé en tout 4. J'en ai revendu quand c'était haut. Je les ai achetés il y a 10 ans, 500 000 €. Ils sont montés avant le Covid à 1,2 million l'un. OK ? Ouais. Belle plus-value. J'ai pas vendu à ce moment-là ces 4-là. Ils ont rebaissé aujourd'hui, ils valent 750. Il y a une baisse de l'immobilier. Mais même si ils ont baissé, ils sont pas revenus à leur on va dire, valeur de départ. Il y a quand même 250 000 €. Donc l'immobilier dans certains pays, ça fluctue, mais t'es jamais perdant. Ah, ça s'écroule pas. T'es jamais perdant avec l'immobilier. Une entreprise, ça vaut que dalle. Demain, ça peut se terminer, une entreprise. Tu vois ? Donc, il faut faire très attention. Parce qu'il y en a plein, ils sont novices dans ce système financier qui maîtrisent mal, avec ou sans financement. Ah, j'ai ma holding, j'ai mon restaurant, top, j'en ai 2, top, ça fonctionne très bien. Je fais ma holding, mon comptable m'a dit de faire la holding. Et il m'a dit avec la holding d'aller investir dans des SCI. Pour m'acheter, tu peux mettre même ta résidence principale sous une SCI et de l'investissement locatif, des murs commerciaux, ce que tu veux. Ok. Demain, ça se démode, ton concept, il marche plus, que ça soit ton resto, ta salle de sport, ta supérette, tout ce que tu veux. Défaillance. OK ? Ça peut arriver à tout le monde.
Attends, il y a des grands monsieur comme Lagardère, quand même, qui gère des milliards, qui s'est retrouvé aussi en interdiction de gérer. Ça peut arriver à tout le monde. Tout le monde, bien sûr. D'accord. Et en fait, si tu veux, ils viennent, après le juge, il va se faire un vilain plaisir de tout récupérer. Voilà, c'est tout. Donc, ok, mais c'est très dangereux. Bien se faire conseiller, mais diviser peut-être, comme tu viens d'expliquer avec ce schéma-là. Tu peux pas jouer avec des choses dans le business où ils sont à l'appréciation du juge. C'est-à-dire, tu as une personne en face de toi qui peut détruire ta vie. Il peut dire, bon, c'est bon, la société était défaillante, on va pas toucher à ces SCI. Comme il peut dire, mettez tout en liquidation tant qu'il rembourse pas. Son bon vouloir. Son bon vouloir. Donc, tu peux pas jouer avec ton patrimoine alors que tu as passé 20 ans de ta vie à le construire. Donc, séparez bien l'immobilier du professionnel. Même si les banques demandent le contraire. Des banques qui vont dire, pour ceux qui font des prêts, je répète encore une fois, non, mais gardez tout sous la même holding. Mais non, ils ont une emprise totale sur toi. Tu es vulnérable. La banque, demain, tu lui dois, je sais pas, 10 millions, on parle de sommes importantes, parce que voilà, elle va sur ta holding, elle bloque tout et elle bloque tout ton patrimoine. Merci monsieur, vous avez travaillé 25, 30 ans, c'est gentil, bonne journée, on récupère tout, on vend tout, au revoir. Vous avez créé de l'emploi, vous avez tout fait tourner la machine. Tu vois, c'est hyper dangereux. Et les holdings, je maîtrise bien parce que j'en ai eu une trentaine à travers le monde. Donc, c'est un domaine que je maîtrise bien. Et justement, à travers le monde, quels sont les endroits où il est mieux d'aller faire sa holding pour avoir peut-être moins de problèmes si jamais tu as des défaillances d'entreprise? C'est comme tout dans la vie, c'est comme l'immobilier, c'est comme tout. Avantage et inconvénient, Wissem. Tu as toujours avantage et inconvénient. Si tu as ta holding en France, avantage, les banques vont te financer plus facilement. Celui qui travaille avec les prêts bancaires, ils vont le financer. Si ta holding, tout de suite, elle est en Suisse, en Allemagne, au Luxembourg, en Belgique, ça peut freiner les banques françaises aujourd'hui. Ça dépend dans quel pays t'es, dans quel domaine t'es, est-ce que tu as besoin des banques, est-ce que tu es dans des business qui nécessitent des capitaux ou pas. Demain, tu vends une trompette sur Internet, tu n'as pas besoin de capitaux. Mais demain, tu développes un groupe de restaurants ou un groupe d'hôtels, tu as besoin d'argent pour financer tout ça. D'ailleurs, quand tu développes ces groupes-là, tu gagnes jamais d'argent. Tous les bénéfices sont destinés à construire le groupe. Tu gagnes quand tu vends. Ouais. Tu vois, alors qu'il y a des business où tout de suite tu distribues, tu as du cash flow qui rentre tous les mois. Immédiatement. Tu vois. Donc, pour les personnes qui font pas de crédit, par exemple, vaut mieux qu'ils créent leur holding à l'étranger alors. Celui qui n'a pas besoin de prêt, oui, ça peut être bien une holding en Belgique, il peut y avoir des avantages, par exemple sur la plus-value. Il n'y a pas de plus-value en Belgique. D'accord. Tu vois. Donc, tu as des avantages. Après, ça dépend des conditions, ça dépend. Faut toujours être bien conseillé. Et crois-moi, des bons comptables, pour moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier, c'est 5%. Des bons avocats, c'est 5%. Il faut que les gens qui nous regardent n'oublient pas que ces gens-là sont des commerçants. Un commerçant, ce qu'il veut, c'est que tu viennes le plus souvent chez lui. Il va pas te donner la science exacte. Et comme je le dis, tu veux avoir des bonnes infos, demande à un malade ce qu'il a, pas au médecin. C'est pareil. Là, il va pas te la donner. Et crois-moi, j'en ai payé les frais plusieurs fois. D'accord ? Donc, conclusion, faut-il faire confiance aux comptables ? Fais confiance à ton instinct et plus à des entrepreneurs, à des hommes d'affaires qui sont passés par ces difficultés du terrain, par la réalité, que par des consultants ou des comptables ou des avocats. Il y en a des très bons. 5%. Tu vois ? J'ai toujours l'impression, excuse-moi de te couper, mais peu importe qui je vais voir comme professionnel, que ce soit un avocat, que ce soit un comptable, j'ai l'impression que c'est un peu comme chez le médecin. On va t'annoncer des choses, mais derrière, lui, c'est aussi son métier. Il est là pour te vendre un truc. Donc forcément, il va faire en sorte que tu reviennes à chaque fois. Plus il fait durer la procédure en appel, cours de cassation et tout, plus il gagne sa vie. T'es son client. Moi, quand je vendais des kebabs, si t'es mon client, le but, c'est que tu viennes tous les jours. C'est pareil. Et les factures sont de plus en plus salées, donc il faut faire attention. C'est pour ça les conseils qu'on donne, ils sont hyper importants. D'accord ? Alors, la holding, oui, c'est bien. Moi, si tu veux, ces conseils-là, tu vois, moi, je donne gratuitement mes 20 ans d'expérience, parce que je suis passé par toutes les embûches, franchement, parce que ça me fait plaisir de partager. Tu sais, à un moment, tu as envie de partager. Souvent, on me dit, Hakim, là, en plus, depuis tes vidéos, là, on me reconnaît de partout. Les gens, je vais devoir aller dans un endroit tropical tout seul pour me reposer, mais donne-moi des infos. Il me dit, comment ça se fait que tu partages autant de richesses gratuitement ? Si je peux te faire gagner 20 ans, si je peux te faire gagner de l'argent, et que tu es un entrepreneur, tu fais partie de cette communauté d'entrepreneurs, moi, ça me fait plaisir. Tu vois, pour moi, c'est le partage, arriver à un moment, c'est ce qu'il y a de plus important. Et puis toi, tu aurais aimé
à certaines périodes avoir ce partage-là. On m'a jamais, moi, appris tout ça. J'ai appris en faisant des erreurs, en me faisant arnaquer par des avocats, des comptables, tout le monde avec des montages bidons. Et c'est pour ça qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ouais, je suis d'accord. Hein, tu as des grosses firmes françaises, tu fais un montage très complexe, ils l'envoient à Bercy le lendemain. Faut le savoir. Ah ouais. Et bien sûr. Et des gros noms. Et ça nous est arrivé. Donc là, tu as la réalité. Alors oui, la holding, c'est bien. C'est bien. Ça te fait gagner 50% de fiscalité. Mais savoir comment la faire. Une holding immobilier, une holding business. Et si tu as des business dans la tech, du digital, tu peux même créer une troisième holding encore. Les mettre à l'étranger, ça dépend dans quel pays et pourquoi. Et ça dépend si tu as de dette bancaire, tu as besoin de dette bancaire ou pas. Ok ? Tout ça, ça se réfléchit, ça s'étudie en fonction de ce que tu as fait, ce que tu as et là où tu veux aller. Ensuite, tu as autre chose. Parce qu'attention, l'optimisation fiscale d'une holding, tu ne le fais pas avec n'importe quelle holding. On revient, pas le côté business, mais on revient côté, pas le côté foncier, pas le patrimoine, mais business. Ta holding ici, elle a des sociétés. 1, 2, etc. Soit tu peux avoir une holding passive qui fait que de la détention de participation, soit tu as une holding animatrice. Une holding animatrice, c'est quoi? Quand tu as plein de sociétés, ta holding, elle va venir facturer les sociétés. Et cette holding, c'est elle qui embauche le service comptable, le service marketing, le service RH, etc. Il faut que ta holding ait du personnel pour que l'État accepte, d'accord, certaines optimisations fiscales. Si c'est une holding passive, elle peut refuser. Le danger, tu as plein de restaurants au-dessus ou en dessous avec ou autre chose. Et tu as cette holding animatrice qui va embaucher du monde. Cette holding, demain, peut être défaillante. Ça peut arriver. Tu as trop de personnel dans tes bureaux. Tu t'es pris 10 prud'hommes, tu as perdu 10 fois 50 000 euros. Tu as perdu 500 000. Tout peut arriver. Donc la holding, elle est défaillante. Tu perds tout ton patrimoine. Puisque c'est elle qui détient les participations. Donc, moi, je préconise autre chose. Cette holding, elle est passive. Elle est passive. Ça fait rien si j'ai pas d'optimisation fiscale. Parce que c'est trop risqué. Elle est passive, elle n'embauche personne. Tu détaches maintenant de ton organigramme et tu crées une autre société. C'est elle qui embauche les gens. Okay. Et elle facture à tes sociétés ici. Yes. Si demain, cette société elle a une défaillance, elle est seule. Ça ne t'impacte pas tout ton groupe. Elle facture en fonction des chiffres d'affaires, de ce qu'on fait comme prestation pour ces sociétés, 1 000 euros, 2 000 euros, 5 000 euros par mois, et elle facture. Mais elle n'est pas là. Celle-là, je la laisse passive. Celle-ci, c'est une société administrative, comptable, et qui vient facturer tes filiales. D'accord. Le seul truc, c'est que la société, la holding passive ne pourra pas faire d'optimisation fiscale plus importante. Voilà. Tu ne vas pas avoir la réduction sur les 95%, mais tu prends moins de risques. Tu prends beaucoup moins de risques. Parce qu'ici, ça peut arriver. Tu sais, moi, je suis entouré d'entrepreneurs. Et dans le monde entier, et je vois ce qui se passe. Il y en a plein qui ont perdu des groupes qui valaient 50 millions pour ça. Alors, il y a plein de monde dans la holding, ok, chez une holding d'animation, ok. Demain, en dessous, tes filiales, tu as des supérettes, ça envoie pas assez de cash à la holding parce qu'il y a une baisse de chiffre d'affaires, tu peux pas payer les gens, ils sont pas contents, les prud'hommes, les problèmes et compagnie, c'est fini. Tu perds tout. Il faut laisser de la détention de participation. Aucun lien. Autre chose sur la holding. Que ça soit business ou foncier. Il y a des gens, ils ont tendance à faire une chose. Tu as une société en bas, qui fait son bénéfice, elle paye son bénéfice et elle remonte les dividendes à la holding. Souvent, entre les deux, entre ta société et ta holding, il y a une convention de trésorerie, ce qu'on appelle une convention de trésorerie. D'accord ? Et souvent, les gens remontent la trésorerie avant même de déclarer les bénéfices en fin d'année. Tu as le droit, mais les juges, pareil, ils n'aiment pas. Si demain, tu as une société qui est défaillante, le juge il va dire « Attends, Wissem, tu as remonté de la trésorerie à ta holding pour aller créer d'autres activités. Donc, tu as remonté et tu as redescendu pour faire des nouveaux business. Il te met tout en liquidation. Extension de la liquidation d'une de tes filiales à la holding et aux filles de toute la holding. Donc, conseil, évite de remonter de l'argent en convention de trésor. Attends que la filiale en bas fasse ses bénéfices, paye son impôt société et là, remonte le bénéfice restant. C'est déjà un peu moins risqué. Tu pourras expliquer au juge en disant voilà, on a attendu qu'il n'y avait plus de bénéfices, d'avoir payé l'impôt sur le bénéfice, on a remonté l'argent,
On n'a pas essoré la trésorerie de la filiale avant. On a remonté l'argent une fois qu'on a tout payé. Donc, si ta société en bas, elle est défaillante, le juge peut dire, bon, c'est quelqu'un de correct, il est droit, il a attendu, il n'a pas vidé la trésorerie de l'entreprise. Donc, c'est bon, on liquide celle d'en dessous, mais on maintient la holding. Faire très attention à ça. C'est subtil. C'est très subtil, faut faire très attention parce que ton comptable, il va te conseiller un peu, mais je veux dire un peu. Une fois que tu es dans les problèmes, il est plus là ou alors il va t'envoyer une facture avant de les résoudre à tes côtés. C'est ça. D'accord. Tu sais, dans les précédents podcasts qu'on a fait, on a énormément parlé de levée de fonds, les leveurs de fonds, etc. Et j'ai une question là-dessus, surtout dans le monde de la restauration. Pourquoi il est autant difficile de lever des fonds dans la restauration? Est-ce que tu sais c'est quoi le taux de casse? Déjà, est-ce que tu sais d'où viennent ces fonds? La plupart des fonds. Tu sais d'où viennent ou pas? Non. Souvent, c'est l'argent des institutionnels, des assurances et autres. D'accord? Tu as des fonds d'investissement plus ou moins réputés qui vont lever d'argent chez des institutionnels pour investir dans des startups, dans des groupes de restaurants, dans d'IMO, dans plein de choses. Le taux de casse en restauration dans les levées de fonds, il est de 99%. Dans la restauration, c'est énorme. Donc en fait, tu vas trouver un groupe de restauration qui a levé 50 millions et bon, il a déposé le bilan 3 ans après, ils ont perdu 50 millions. Dans les startups, c'est pareil. Tu vois, il faut regarder le taux de casse. Faut pas croire. Je donne un exemple. Et j'espère qu'ils le prendront pas mal, mais je vais parler de grands groupes. Et je te parle pas. Alors, il y a les petits fonds d'investissement, il y a les grands, soi-disant. Parce que c'est pas parce que tu es conseillé par le Big Four, tu es mieux conseillé. Je vais te dire, moi, autour de moi, j'ai des financiers, tu vois, quand j'ai failli reprendre Quick, c'est des jeunes. Je citerai pas le nom parce que c'est un mec très discret. C'est des gens qui ont la trentaine. Mais ils éteignent en connaissance et en stratégie des hommes de 60 ans que j'ai croisés qui bossent pour des Big Four. Tu vois ce que je veux dire? Donc, va pas te dire, je paye un nom très cher, donc j'ai le meilleur travail. C'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord? Je vais t'expliquer. Tu prends Courte Paille, qu'on a failli reprendre. Ça a été repris par TDR. C'est un fonds anglais qui a investi, je crois, 200 millions. C'est parti en liquidation 3 ans après. D'accord? Ce même fonds a repris Buffalo Grill. 400 ou 500 millions. C'est à 2 doigts de partir en liquidation. Buffalo Grill n'a jamais gagné d'argent. D'accord? Donc là, on parle de Big Four, on parle de gros fonds. Et en fait, j'ai passé mon temps à demander à tous ces gens-là, à mes conseillers, mais pourquoi ils lèvent autant d'argent? Ils me disent c'est l'argent des institutionnels. C'est soit de l'argent déjà que tu vas payer aux impôts, donc tu les as perdus à l'avance, soit de l'argent des institutionnels, tu vois, entreprises ou indépendants, qui doivent payer ça aux impôts. Donc, ils donnent ça à des fonds d'investissement qui investissent peut-être pour maintenir l'emploi, etc., pour faire du M&A, de la finance. Mais moi, la plupart des gros fonds, ils font n'importe quoi. Moi, quand j'ai vu, pour le dossier Quick, j'ai galéré à trouver les 230 millions, alors que le truc, il est en train de se vendre 800 millions en ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, mais en fait, ces gens-là ne connaissent pas grand-chose. Et crois-moi, sans prétention, je suis entouré que de financiers. Des banquiers d'affaires. J'ai des amis qui sont banquiers d'affaires, mais quand tu vois dans quoi ils investissent, mais tu dis demain, tu as un peu d'argent, tu n'as pas envie de les donner à ces gens-là. Il n'y a personne de mieux que toi qui sait ce que tu vas faire de ton argent. Faut pas croire, mais ouais, j'ai acheté un parking, une place de parking. Combien? 90 000 euros. Ah d'accord, mais ça te rapporte combien par mois la place? 150 euros. Tu te déplaces pour aller voir ta place si elle est en état, tu as déjà mis 150 euros dans le train. Non, ils sont pas, c'est pas dingue, ça vole pas bien haut, faut pas croire. C'est des gens qui savent manier les tableaux Excel, mais le business, c'est dans le sang, c'est encore autre chose. Donc, il y a dans la restauration beaucoup de casse. Après, tu as des groupes sérieux. Tu as des groupes sérieux dans la restauration qui ont fait des levées de fonds, qui sont passés par des fonds sérieux, qui ont développé leur groupe, qui ont remboursé. Il y en a qui n'ont pas remboursé, je ne vais pas citer, mais des grands noms qui n'ont pas remboursé, mais qui ne sont pas partis en faillite, parce qu'ils ont dit j'ai trop d'emplois. Donc, si je vous rembourse, je vais mettre 5000 personnes au chômage. Donc, venez, on oublie la dette que je vous dois. Attention, bien sûr. Et ça va où tout ça? Nulle part. Nulle part. Ça va pas devant les tribunaux. Nulle part. Mais nulle part. Et alors, les fonds et dans la tech, c'est pareil. La restauration, tu as 99% de taux de casse. La tech aussi.
t'as des gens qui disent j'ai ma start-up ou j'investis dans une start-up. C'est un peu comme dans le film La vérité si je mens. J'ai la start-up. Ça veut rien dire, j'ai la start-up. Là, en fond, on parlait de Moreau qui a levé 240 millions. Il a déposé le bilan 2 ans après. Alors, t'en as. La dernière fois, j'ai étudié un dossier, par exemple, IAD. Eux, ils ont revendu. Ça s'est valorisé 1 milliard, mais c'est une vraie start-up. Alors, elle a 15 ans, la société. Ça fait 70 millions de bénéfices. Mais c'est une sur 1 million. Tu comprends? Le Facebook français, il n'est pas encore né. Donc, c'est de l'argent qui part à la casse. Et là, en 2023, il y a eu beaucoup moins d'argent levé. C'est fini. Ouais, il y a eu 8 milliards cette année. Et l'année de 2022, il y en a eu 13. Donc, tu vois, il y a moins de levée de fonds. Et ça va aller en descendant. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de clubs d'investissement qui se font et qui sont plus ou moins sérieux. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on en parlera. Nous, on est en train d'en faire un, mais avec des vrais entrepreneurs et pas des financiers, des entrepreneurs aux manettes à mes côtés. Il y a des clubs où c'est des gens qui investissent leur argent dans le même secteur que toi. C'est t'aiguilles les gens dans quoi investir. Et c'est vrai que nous, on se spécialise beaucoup dans l'IMO parce que dans l'IMO, ils ne prennent pas de risques. Yes. Mais la personne qui dit « Viens, j'investis dans la start-up de l'année ça n'existe pas. Ce que je demande aux personnes qui nous regardent, listez 100 start-up qui ont levé de l'argent il y a 5 ans et regardez où ils sont aujourd'hui. Et listez 100 startups qui lèvent de l'argent aujourd'hui et vous verrez où ils seront dans 3 ans. Et en fonction de ça, investissez. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tous ces leveurs de fonds, du coup, qui lèvent des fonds à tout va et que derrière, ça se casse les dents en 2-3 ans. Est-ce que c'est des personnes qui sont... de base, c'est pas des entrepreneurs, alors? Ils n'ont pas investi leur propre argent. Tu sais, quand j'ai vendu mon groupe, j'ai dû investir de l'argent et donc je me suis mis à fond dans la finance et j'ai appris. Moi, tu sais, quand je rentre dans un métier, j'apprends. Quand j'ai un conseil à demander, je demande pas un avocat, je demande à 20 avocats. C'est comme ça que j'ai appris. C'est pour ça que Bernard Tapie, paix à son âme, son avocat, il a dit à la fin, il connaissait mieux les lois que moi parce que c'est lui des personnes se défendent mieux que lui en fait. C'est beaucoup de cinéma, c'est levé de fonds. Next 40 en France, on fait Next 40, t'as des boîtes qui sont carrément allées avec Macron en Chine ou au Japon. La boîte, souvent, elle est valorisée à 1 milliard. Tu regardes un peu la boîte, 2 ans après, on a des pots de bilan. Ouais, ou alors, elle s'est vendue 1 million. C'est du cinéma. C'est des fortunes virtuelles. C'est comme si toi, on dit ta boîte, Wissem, tiens, il y a eu une levée de fonds de 200 millions. Ils ont pris 20%. Donc, virtuellement, ta boîte, elle vaut 1 milliard. Et toi, tu as encore 30%. Donc, virtuellement, tu pèses 300 millions. Mais dans ta poche, tu n'as que ton salaire de 5 000 euros par mois, en vrai. La réalité, c'est ça. La valorisation, en fait, ça n'a aucun... Donc, à un moment, je me suis dit peut-être que c'est fait pour fausser le PIB du pays. Ils peuvent dire on valorise. Ou alors peut-être c'est fait pour créer de l'emploi. Peut-être c'est fait pour maintenir l'emploi. Je ne sais pas. Mais il y a très peu de startups rentables. Tu regardes, là, regardez les comptes de Doctolib. Doctolib, pour plein de gens, c'est la startup du siècle. Yes. D'accord. Mais ça n'a jamais été rentable. Ouais. Alors, tu as des fondateurs qui gagnent de l'argent parce qu'ils font ce qu'on appelle un exit. Ils sortent. Startup, ça marche comment une levée de fonds? Je fais une levée, j'ai eu l'idée du siècle, soi-disant, qui n'est pas rentable, mais c'est l'idée du siècle. Je suis en pleine croissance. Et moi, je dis, voilà, j'ai fait rentrer des fonds. Ils ont pris en tout 60% du capital. Il m'en reste 40. On valorise ma boîte, je sais pas, à 1 milliard. Et à un moment, moi, je dis, je sors, mettez un autre DG, je sors, je fais un exit. Et là, je vends mes parts à ces différents fonds. Et c'est à ce moment-là que tu peux prendre de l'argent. Même si tu restes 10% de la boîte, qui vaut 1 milliard, tu vas prendre 100 millions. Et là, tu sors, tu fais un exit d'une boîte qui n'est toujours pas rentable. Ouais. Il y a 2 façons de faire du business. Il y a les entreprises rentables, tu fais du business en faisant du bénéfice. À la fin de l'année, tu payes ton impôt et le reste, c'est pour toi, après impôt. Et il y a le modèle, je fais une start-up. Elle n'est jamais rentable, ma start-up, mais j'espère la revendre au bon moment pour faire une sortie. Ouais. Je fais un exit et là, je prends mon argent en fonction de la valorisation de la boîte. Et qui achète en fait ces exits-là des personnes? Les fonds d'investissement. D'accord, c'est qui ont levé de l'argent auprès des institutionnels. Donc même si tout cet argent est perdu, ça fait rien. C'est incroyable. Mais amuse-toi un jour à mettre sur un tableau de façon. Je t'enverrai par mail un tableau que j'ai sur 100 startups que j'ai suivies. Il n'y en a pas une qui a tenu. Et attention, j'ai les levées en face dans le tableau. 40 millions, 60 millions. Donc les mecs, ils sont riches virtuellement. Ouais. Très peu d'entre eux ont réussi à faire un exit intéressant.
Justement, dans la sphère entrepreneuriale française, il y a beaucoup de noms. Des entrepreneurs qu'on voit à succès, qu'on peut voir même sur les réseaux sociaux, etc. Donc du coup, là, ce que j'entends, c'est que c'est des personnes, on peut dire, ils ont une boîte valorisée à 100 millions, 1 milliard. En vrai, dans les comptes, c'est pas la réalité. T'as des noms? Tu veux pas dire? Je sais pas, par exemple, Anthony Bourbon. Ah, je l'ai vu sur les réseaux. Ouais. Lui, il a créé une boîte qui s'appelle Feed. Ouais. Faut aller voir ça fait quoi comme bénéfice. T'as plein de gens qui ont levé de l'argent, mais ils ont jamais fait de bénéfice. Tu vois ce que je veux dire? Moi, quand j'ai un discours d'entrepreneur, j'ai un discours d'une personne qui a fait 120 millions de chiffre d'affaires, 10 millions de résultats. Donc, je sais c'est quoi le résultat parce que je suis de l'ancienne génération. Ce qui m'intéressait, c'était du résultat. Tu vois, à l'époque, je savais même pas que je pouvais vendre une boîte défaillante au bord de la liquidation et prendre 100 millions, tu vois. Ouais. Pour moi, dans ma tête, c'était impossible. Mais lui, il a fait des barres céréales, mais il a levé de l'argent, oui, je sais pas combien, peut-être 30 ou 40 millions, j'ai suivi un peu, mais pour moi, ça n'a jamais été rentable, ça. Il faut aller voir les comptes, s'ils sont publiés ou pas. Ouais. Ça n'a jamais été rentable. Ouais, tu vois. C'est un mythe, en vrai. Il y a beaucoup de mythes, en fait, à ce niveau-là. Les mythes, ça va avec mytho. Non, mais c'est vrai. Regarde, tu as demain de l'argent, tu veux investir. Tu investis avec des personnes qui ont un track record qui leur a permis de savoir faire du résultat. Est-ce que tu irais donner ton argent à quelqu'un qui n'a jamais fait de bénéfice avec une société? Mais la plupart des gens, tu vois, quand tu m'as invité à Dubaï à vouloir faire les podcasts, pourquoi ça m'a plu? Parce que je regarde un peu YouTube et tout, j'ai vu trop de gens qui disent des bêtises. Que ça soit sur les holdings, sur les startups, sur les fonds, en vrai, sur les réseaux, aujourd'hui, tu as 99% de bêtises. Donc je me suis dit, c'est peut-être bien d'aller parler avec un track record. On sait c'est quoi du bénéfice, on sait c'est quoi une startup, on sait c'est quoi du résultat, on sait c'est quoi une entreprise physique, pour dire la réalité des choses. Je dis juste aux gens de se méfier quand on investit n'importe où dans un fonds d'investissement, regardez l'historique de ce fonds. Dans quoi il a investi avant? Est-ce que ça a tenu ou pas? Parce que c'est de l'argent qui est destiné à être perdu, j'ai l'impression. Tu me parles de cet entrepreneur-là, comme d'autres, hein, mais t'en as plein qui vont vendre. Moi, j'ai vu même des gens qui n'ont jamais entrepris qui vendent des formations. Ça, il y en a plein. Hein. Sur les réseaux, c'est justement ces gens-là, c'est des créateurs de contenu. En fait, il faut faire la différence. Tu vois, comme là, tu fais la différence entre un entrepreneur qui a un track record, qui a fait du bénéfice dans ses boîtes, et un entrepreneur en fait qui a juste eu des idées, qui s'est levé des fonds, etc. Et ben c'est pareil dans le monde de la formation. Tu as très peu de personnes, et ces personnes-là, elles réussissent pas en plus, qui ont un track record, qui ont fait du bénéfice avec leur boîte, etc., qui ont une vraie expertise. Ils vendent pas aussi bien des formations qu'une personne qui sait créer du contenu, qui sait donner envie aux gens, qui est fort en marketingment parlant sur sa personal brand, qui est très fort. Et c'est exactement la même chose. Mais parce que les bons, souvent, ils ont la tête dans le guidon. Ouais. Le cerveau, il est occupé. Ils travaillent. Dur, ils ont la tête dans le guidon. Donc, ils n'ont pas le temps de vendre du cinéma. Ouais. Mais c'est pour ça que moi, j'ai voulu, et ça m'a intéressé les réseaux là-dessus, mais avec des vrais entrepreneurs. Ouais. À mes côtés, Wissem, j'ai des gens qui ont fait minimum 10 millions de bénéfices chacun. Tu vois? Et dans un podcast, on montrera nos bilans consolidés avec le bénéfice qu'on a fait à des époques. Donc, on sait c'est quoi. Mais aller confier son argent ou aller écouter les bêtises des gens, parce que 90% c'est des bêtises. Ouais, j'ai levé 100 millions. Ok, très bien, j'en connais plein qui ont levé 100 millions. Très très bien. Tu fais quoi comme bénéfice? Non, mais tu fais quoi comme bénéfice? Ça fait 5 ans. Là, on a perdu 20 millions cette année. On a brûlé le cash, il te dit. Tu sais, ils ont des citations bien à eux, souvent les start-upers. On a cramé le cash. Parce qu'on est dans un truc, c'est un truc qui crame le cash. On a tout cramé, mais il reste dans les comptes 6 millions. On les aura cramés dans 2 mois. Et après, on attend la deuxième levée. Ouais, série A, série B. Mais c'est la pyramide de Ponzi, en fait. Ça devrait être interdit, tout ça. C'est vrai. Moi, demain, j'investis. Quand j'investis mon argent, je regarde des entrepreneurs. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Tu sais gagner de l'argent? Montre-moi que tu as fait du bénéfice. Après, je crois en toi et on investit. Mais si tu viens, tu me racontes, je crame la première levée, je vais sur la deuxième. Moi, j'ai pas vu, comme je te le dis encore une fois, de Facebook français. T'en as peut-être une ou deux qui ont réussi sur 10 000 startups. Non. C'est de l'argent institutionnel qui est destiné à être gâché et suit même les gros fonds. Tu vas voir dans quoi ils investissent, à part quelques-uns qui sont hyper quali, voilà, des vrais fonds sérieux avec des vrais gens aux commandes. Mais la plupart, c'est du n'importe quoi. Ouais. On a également des questions, des personnes qui veulent monter
une structure de plusieurs restaurants. Donc, selon toi, qu'est-ce qui est le mieux à faire? Souvent, on pose cette question. Ouais. Alors, Tata Holding, en dessous, tu peux mettre une société. Par exemple, tu as des restos par restaurant ou une société qui a tous les restaurants. À la base, quand tu avais une société par restaurant, pareil, c'était pour céder les cessions de parts plus facilement d'un resto. Pareil que le modèle immobilier. Après, c'est trop complexe en gestion. C'est trop complexe. Par contre, ça sécurise un peu, mais tu vas passer d'une société à une autre, tu vas vouloir transférer tes salariés d'un restaurant à un autre, il va falloir faire des transferts dans les contrats, c'est trop de travail. Vaut mieux avoir une seule société et des établissements secondaires, mais avoir une très bonne gestion comptable et reporting pour pas planter ton groupe. C'est très important. Mais tu te simplifies la tâche avec une société. Il vaut mieux avoir une société avec un gros chiffre d'affaires, qui fait 30, 40, 50 millions, que plusieurs sociétés qui font 1, 2 millions, tu vois. Par contre, c'est beaucoup plus administratif. Faire très attention. Mais tu vas te développer plus vite. D'accord ? Et en plus, il y a plein de gens qui faisaient des cascades de sociétés pour être un peu discret, tu sais, un peu flou, mais aujourd'hui, tout est visible. Aujourd'hui, tu n'ouvres pas un compte bancaire si tu ne dis pas qui est le bénéficiaire, donc l'actionnaire effectif de l'entreprise. La banque est tout de même plus de compte. Donc, ça ne sert plus à rien de se compliquer la tête dans des organigrammes très complexes. Tu vois, moi, j'avais juste en Europe 160 sociétés. J'ai tout changé pour passer à 3-4 sociétés. D'accord. C'est plus facile de gestion, mais... Plus facile parce qu'il faut prendre en compte les frais administratifs, les frais comptables, les frais de gestion. Plus tu as de sociétés, plus tu dois mettre des gens dans les bureaux. Enfin, c'est beaucoup de travail. Donc, plus tu simplifies, mieux c'est. Ouais, j'imagine aussi si tu dois, je sais pas, fermer 20-30 sociétés pour simplifier les choses, tu dois payer 20 fois... Tu as 100 sociétés, tu dois les dissoudre. Ouais. À 2 000 € la société, tu as claqué 200 000 €. C'est incroyable. Ça va très vite. Hein. Et chaque société a ses problèmes, chaque société, non. Alors, quand c'était la période Covid, où on te donnait des aides par société, oui, ça valait le coup. Donc, s'il y a un prochain Covid, je ne sais pas, c'est bien ce modèle-là, mais sinon, non. D'ailleurs, la plupart des groupes qui se développent très très vite, ils ont une société avec plein d'établissements secondaires et basta. Justement, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de la croissance d'une entreprise? On a aussi des questions de personnes qui se posent, des entrepreneurs qui veulent, on va dire, utiliser le levier des levées de fonds pour avoir une croissance beaucoup plus rapide. Est-ce que c'est une bonne idée finalement d'avoir un modèle comme celui-ci ou justement il faut avoir un modèle où tranquille Alors déjà, il faut voir si tu es prêt à avoir un fonds à tes côtés, avoir un associé à tes côtés. L'association, c'est bien et pas bien. Il faut savoir si tu as une personnalité à avoir des associés. Est-ce que c'est des associés actifs ou passifs, etc. Un fonds d'investissement, il va te demander des comptes. D'accord ? Donc après, tu as des gens qui trichent. Ils vont faire des levées de 50 millions, il va faire des gros salaires à toute sa famille, il va voyager en jet et il s'en fout. Parce que tu as des fonds qui regardent un peu moins. Ça dépend, il y a plusieurs façons de lever de l'argent. Il y a les obligations convertibles, il y a les fonds classiques, il y a plein de choses. Ça dépend si tu as envie de développer doucement et être à 100% au contrôle, ou si tu as envie de développer vite et de faire un exit et de sortir et de vendre. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Ouais. Il y a des gens qui préfèrent un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Ça dépend de ta personnalité. Tu vois ? Donc les inconvénients et les avantages d'une croissance rapide d'entreprise, pour résumer. Tu vas te diluer. Si tu lèves trop d'argent au départ et que ta société ne fait pas assez de chiffre d'affaires, tu vas te diluer. À moins de trouver des fonds pigeons. Il y a plein de fonds d'investissement, c'est des pigeons. Hein. Moi, j'ai vu autour de moi des gens qui ont levé des 100 millions alors qu'ils faisaient moins 4 millions de résultats et un chiffre d'affaires de 5 millions. Ils ont vendu, c'est comme tu disais tout à l'heure sur les réseaux sociaux avec les gens qui vendent du cinéma. Ils ont vendu du rêve à des fonds. Les types, ils étaient là derrière la table, bravo, ah ouais, truc de fou. 2 ans après, dépôt de bilan. Parce que tu as des gens qui savent pas vendre. Moi, tu sais, j'ai des amis entrepreneurs, c'est des génies. Mais ils ont jamais levé 1 euro parce qu'ils savent pas vendre. Ils savent même pas expliquer ce qu'ils ont correctement. Tu vois, donc, c'est bon si tu veux faire quoi dans le business. Est-ce que tu veux durer dans le temps ou est-ce que tu veux faire une levée de 10 millions, mettre 3 millions dans ta poche et partir en vacances? Ouais. Et ça, de toute façon, ça dure pas. Et puis même, ta notoriété, elle prend un coup. Et également, petite question dans le même thème. Toutes les personnes, on a énormément de commentaires de personnes qui souhaitent se développer, mais justement sans avoir utilisé les levées de fonds et le financement, pour des raisons religieuses. Ouais. Respect à toutes ces personnes-là hein,
qui m'ont beaucoup critiqué sur le net. Hein. Désolé, je suis de votre côté. Si j'avais pu faire 100, je l'aurais fait 100 aussi. Moi, je connais le modèle bancaire, je connais le modèle de la dette, parce qu'on s'enrichit par la dette. Et si tu veux monter dans les autres sphères, tu es obligé de passer par là, malheureusement. Okay, mais ces gens-là, c'est un autre modèle. C'est un modèle, aujourd'hui, il va falloir qu'ils travaillent, qu'ils économisent et qu'ils ouvrent leur premier point de vente. Et forcément, ça ira moins vite. Ouais. Mais c'est un choix. Après, il va falloir qu'ils se concentrent bien sur le premier point de vente pour qu'ils cartonnent, qu'ils dégagent assez de bénéfices. Donc, et réinvestir dans le deuxième et dans le troisième. Et voilà. Ils ont moins droit à l'erreur. Hein, parce qu'ils travaillent avec leur argent, pas avec l'argent des banques. Et le développement, il sera plus long un peu plus long au départ. Après, si par exemple, ils ont la chance d'avoir 10 affaires qui tournent très fort et qui dégagent assez de résultats, ils n'ont plus besoin de dette bancaire. En vrai, ils n'ont pas besoin. Après, ça se fait tout seul. Si tu as 10 affaires qui font chacune 300 000 de résultats par an, ça te fait 300 000. Ouais, ça te fait 3 millions par an. Après impôt, peut-être 2. Tu as ta holding et tu peux continuer ton développement. Et pour les personnes un peu plus qui commencent, tu disais dans une autre vidéo, si vous avez un restaurant qui marche bien, etc., et que vous voulez le dupliquer, demandez autour de vous, dans un premier temps, des amis, la famille pour investir. Tes premiers franchisés, c'est souvent ça. Ouais. C'est ceux qui croient en toi au début, des amis, de la famille qui veulent investir. Et des fois, tu sais, le système un peu comme ils font les Asiatiques, la tantine et tout, c'est bien. Des fois, ils travaillent pas avec les banques, ils travaillent avec la communauté qui met de l'argent. Le monde israélien aussi fait beaucoup ça. Je le vois un peu moins chez les Maghrébins peut-être, mais quelle est la raison? Peut-être moins de solidarité, malheureusement. C'est malheureux, hein. Ouais. Mais je veux dire, demain tu fais ta première affaire, tu as 10 bons amis qui croient en toi, ils vont te prêter chacun 20 000, ça te fait 200 000, tu démarres et ils vont consommer chez toi pour faire tourner ton affaire. Il y a des gens qui veulent consommer avec une conscience, qui veulent consommer communautaire, d'autres qui veulent consommer associatif, tu vois ce que je veux dire? Et je pense que le monde va aller de plus en plus par là. Moi, tu vois, je le faisais pas avant, mais aujourd'hui, j'aime bien aller consommer dans des restos où je sais qu'ils donnent une partie de son bénéfice à des associations, à des orphelinats, parce que c'est consommer conscience, tu vois, et conviction, tout simplement. Mais oui, il faut démarrer, tu peux démarrer avec des prêts au niveau de la famille. Hein. T'as des entrepreneurs un peu comme le créateur de GoPro. Lui, c'est pareil. Il a commencé avec $5 000. Sa mère lui a prêté 35 000. Il a construit son petit prototype quand il était en vacances en train de surfer. Et ensuite, petit à petit, il s'est mis à faire des salons et à vendre un peu son prototype. Il a eu pas mal de personnes qui ont été intéressées. Et petit à petit, en fait, il réinvestissait à chaque fois qu'il vendait des caméras. Il réinvestissait. Aujourd'hui, GoPro, c'est une marque mondiale. Et t'as plein de personnes comme ça, qui commencent vraiment de rien et qui n'ont pas besoin de lever de fonds, etc. Mais c'est plus long et il faut... Et j'aime beaucoup ces modèles de business, moi, tu sais. Mis à part l'abonnement et les business dont on va parler plus tard, intermédiaires, j'aime beaucoup les business de vente directe parce que, en fait, l'avantage, une fois qu'il fabrique, il vend, il a du cash flow tous les mois. Ouais. C'est son argent. Ces gens-là, c'est des entrepreneurs qui ont de l'argent. Mais un entrepreneur qui développe une chaîne d'hôtels ou une chaîne de resto, il va attendre 40 ans avant d'avoir de l'argent. Yes. Il va attendre de vendre le groupe parce que c'est gourmand en capitaux. Chaque fois, tu vas prendre les bénéfices pour ouvrir des nouveaux restaurants. Yes. À la fin, t'as rien. Yes, exactement. La différence, elle est là. Hein. Ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires.